OK. Donc voilà, hein, on va donc commencer cette séance. Oups, je peux juste épingler mon visage à moi. Comme ça, voilà, c'est plus sympatoche pour tout le monde. Petit visage ici. Donc, on va commencer en fait hein, à s'intéresser, mais c'est quoi les fameuses qualités d'un esprit scientifique? Hein? Ils sont au nombre de 4 qualités essentielles. Premièrement, l'objectivité, la rigueur, l'esprit critique et la curiosité. Hein? Pourquoi on dit ces qualités-là? C'est parce que la science ne se fait pas de n'importe quelle manière. Hein? Un élément qui est absolument important, c'est l'objectivité. Hein? C'est-à-dire que, il faut réellement, hein, si on veut se confronter à l'empirie, donc avoir du matériel de recherche, qu'est-ce qu'on va faire pendant la session, hein, en faisant des entrevues, également des questionnaires. Donc, on va faire un ensemble de méthodes qui vont nous permettre d'aller collecter des données. Donc, premièrement, il faut avoir des données. Également, ensuite, il faut les analyser, ces données-là. Donc, c'est un peu cette notion-là de l'objectivité, hein? C'est-à-dire qu'on doit réellement rendre compte le plus fidèlement possible, c'est-à-dire sans être biaisé, la réalité qu'on a trouvée dans nos recherches. Des fois, c'est un peu embêtant, c'est-à-dire que les réalités qu'on trouve hein, ne sont pas nécessairement celles qu'on aurait aimé trouver. Hein. C'est-à-dire que même si ça va à l'encontre de nos valeurs ou de ce que nous avions posé comme hypothèse, mais il faut véritablement être le plus objectif possible. Hein, il y a un sujet de recherche. Souvent, moi, j'étais donc à l'UQAM en sociologie. Il y a un sujet souvent qui pose souvent problème dans l'étude, c'est par exemple le travail du sexe. Hein. Pourquoi? Mais c'est parce qu'il y a des courants. Ça veut dire qu'on n'est pas juste des scientifiques, hein. On a aussi certaines valeurs. On peut être de base contre le travail du sexe ou, disons, pour le travail du sexe. Hein. Souvent, ceux qui sont pour, c'est de dire d'une part, il n'y a personne qui a à dire ce que les femmes ont le droit de faire avec leur corps. Et ceux qui sont contre, le plus souvent, c'est de dire c'est une forme d'exploitation. Hein? Donc, on a un peu, si on veut, ce côté moral-là qui nous traverse comme individus. Mais quand on fait ces recherches-là, si on veut, on doit être le plus objectif. Hein? Le plus objectif, c'est aussi également si on veut, si on a des entrevues qui vont à l'encontre de ce qu'on pensait, par exemple, on pense que le travail du sexe, ça pose nécessairement problème et qu'on a des entrevues qui nous disent que les personnes n'ont pas nécessairement de problème, ou inversement, évidemment, eh bien, on doit le rendre de manière le plus objective possible. Le but, ce n'est pas de simplement confirmer nos certitudes que l'on a apprises, mais c'est véritablement de faire de la science. C'est dans ce sens-là qu'on appelle cette idée-là de la neutralité axiologique. C'est-à-dire que si la subjectivité du chercheur rentre en ligne de compte quand il choisit son sujet de recherche, son angle d'analyse, on ne doit pas non plus aller à l'encontre des données. Hein? Donc, on essaie d'être le plus objectif possible. Également, ça va un peu dans ce sens-là, hein, la notion de la rigueur. Être rigoureux, encore une fois, mais c'est d'aller véritablement prendre l'ensemble des faits, même ceux qui contredisent notre hypothèse. Hein, donc, on doit se méfier du biais de confirmation. Hein, le biais de confirmation, c'est l'idée un peu de je vais sélectionner uniquement les idées qui vont dans le sens de mon hypothèse et je vais laisser de côté hein, ce qui pourrait contredire ce que j'essaie d'avancer comme chercheur. Hein, malheureusement, ça arrive en science et c'est véritablement un grand problème. Hein. C'est un problème pourquoi? Mais en ce moment-là, on ne fait pas de la science, on est davantage dans l'idéologie. Hein. C'est-à-dire qu'on essaie d'avancer uniquement les choses qui confirment ce que l'on souhaite, si on veut, avancer. On a un peu ces trucs-là. Par exemple, vous avez vu sûrement avec la COVID, avec les théories du complot hein, qui ont beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, c'est souvent justement un manque de rigueur. Hein, c'est-à-dire qu'ils ne vont que sélectionner les éléments qui vont dans le sens de leurs propos et vont volontairement mettre de côté tout ce qui pourrait contredire ou du moins nuancer leur théorie. Hein, c'est dans ce sens-là que on n'est pas dans le cadre de la science, hein, on est véritablement ici dans l'ordre de l'idéologie ou simplement du jugement de valeur. Donc, on doit être objectif et rigoureux. On doit se confronter au réel, donc, et le rendre le plus fidèlement possible et ne pas mettre de côté ce qui contredit hein, notre hypothèse ou ce qui va dans le sens de nos valeurs.
Deux autres qualités essentielles, ben, nécessairement une question d'esprit critique, hein, c'est-à-dire que ben, les informations, les faits qui nous sont amenés, pas les faits, excusez-moi, mais les explications qui nous sont amenées sans faits et sans preuves, ben, on ne doit pas les accepter comme des vérités, hein, c'est-à-dire qu'on doit avoir des données pour appuyer notre propos. Essentiellement, ben, recourir, par exemple, à la statistique, à du matériel dans des entrevues. Hein. Donc, ce n'est pas l'idée de ben, je fais de la science à partir de mon bureau et je sais déjà ce que la réalité, je vais essayer de maquiller un peu les faits. Donc, véritablement, c'est l'idée que ben, pour amener des faits, on doit avoir des preuves. On ne doit pas accepter hein, ce qui est amené sans preuve comme étant des vérités. Hein, l'idée de faire vos propres recherches, comme vous avez sûrement vu dans les textes des théoriciens du complot, bien, faire vos propres recherches, c'est aussi faire des recherches sur des éléments qui ont des sources et qui sont également validés. Hein. Donc, ce n'est pas simplement de dire ben, je fais ce que je veux. Hein. L'esprit critique, ce n'est pas de critiquer tout, hein, mais c'est de douter et de questionner en voulant se fonder véritablement sur des faits. C'est pour ça que dans vos travaux, surtout pour la problématique, le premier travail qu'on va faire ensemble, mais je veux avoir des sources. Hein, c'est-à-dire, si on affirme un élément, hein, disons, qui explique notre phénomène, on doit avoir quelque chose qui l'explique ou qui le justifie, notre propos. Enfin, la curiosité, ben, ça semble un peu surajouté, hein? Ça va de soi si on veut, mais non, il y a véritablement l'idée qu'on doit dépasser nos certitudes, hein? Parce que sinon on ne ferait que confirmer ce qu'on sait déjà, ce qui ne serait pas nécessairement très pertinent hein, en science. La notion de la curiosité, c'est vraiment l'idée que ben, donc j'ai l'impression de savoir comment fonctionne le monde, hein, comment quelle période historique s'est déroulée, comment tel individu fonctionne dans telle situation. Hein, donc, en psychologie, en histoire, en sociologie ou en économie, mais on doit également vouloir dépasser nos certitudes pour aller véritablement aller sur le terrain, aller chercher des données. Hein. Donc, les 4 grandes qualités de l'esprit scientifique, c'est véritablement cette notion-là d'objectivité, de rigueur, d'esprit critique et de curiosité. Alors, donc, on a véritablement 4 éléments ici qui sont absolument incontournables. Hein. Ce n'est pas simplement pour mettre des éventuelles questions d'examen, il faut vraiment garder ça à l'esprit, dans la mesure où ben, vous vous dirigez, j'imagine, possiblement vers des études universitaires, mais ce sont 4 éléments que vous devez absolument garder à l'esprit. Hein. Pourquoi? Mais on va voir un peu plus tard, ben, je crois même immédiatement, que ben, la science, hein, ça veut dire que la science n'est pas simplement le but d'écrire des articles, mais c'est également l'importance du consensus scientifique. Hein. C'est-à-dire que ben, comment fonctionne habituellement la recherche scientifique? C'est que bon, on émet une hypothèse ou des objectifs de recherche, on va sur le terrain chercher notre matériel, on va l'analyser, ce matériel-là, et on va publier des articles. Hein. Mais cette publication-là, ce n'est pas la fin. C'est-à-dire que d'autres individus vont venir valider ou infirmer ce que vous avez produit comme matériel, hein, comme recherche. Donc, cette notion-là du consensus scientifique, mais ça veut dire qu'on ne travaille pas en science en vase clos, hein, on est véritablement en communauté, hein, c'est-à-dire que un élément, un article, par exemple, que vous publiez, hein, éventuellement, lorsque vous êtes à l'université, vous allez publier un article, mais d'autres vont le critiquer hein, de manière positive ou négative. Et c'est véritablement ce travail-là de lecture et de relecture et de critique des articles scientifiques qui fait en sorte qu'on arrive de plus en plus près de ce qu'on peut appeler une forme de vérité. Hein. Ça veut dire quelque chose de beaucoup plus près de la réalité. Hein. Donc, il faut vraiment retenir cette idée-là. Donc, définition un peu canonique de la science. On la considère donc comme une activité intellectuelle, hein, véritablement cette idée-là de réflexion, et communautaire, c'est-à-dire qu'il y a une communauté de scientifiques qui vise à rendre compte de la réalité, hein, donc se confronter à l'empirie à travers une démarche scientifique. La démarche scientifique, hein, qu'on va voir dans ce cours-ci avec la méthodologie, ce n'est pas quelque chose de surajouté, hein, quelque chose de « ah, je n'ai pas le choix de faire de la méthodologie, sinon, voilà, c'est le bout de plate ». Non, pas du tout. C'est qu'est-ce qui fait en sorte que notre travail intellectuel vaut la peine d'être lu par les autres. Hein. Donc, c'est véritablement absolument incontournable, la méthodologie.
Donc, ce qu'on observe, si on veut, ce qu'on amène comme théorie, comme concept, ben, doit véritablement être fondé sur des observations qui sont objectives, hein, qui sont également vérifiables. Par exemple, en psychologie, ben, quand on fait des expériences en psychologie, ben, on doit nécessairement produire un document qui va expliquer aux autres comment j'en suis venu à ce résultat. Hein. Si on fait de l'expérimentation, comment j'en suis venu à ce résultat pour que les autres puissent aller éventuellement faire les mêmes recherches et dire effectivement, j'arrive au même résultat. Hein. Donc, on doit se confronter au réel, hein, d'avoir donc des observations qui sont le plus objectives possible. Ces observations-là doivent être vérifiables par les autres et doivent être soutenues par des raisonnements rigoureux. On va voir un peu plus tard qu'est-ce que je veux dire par raisonnement rigoureux. En sciences humaines, si on veut, quelque chose de particulier, hein, c'est-à-dire que et même en sciences en général, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas accès à la vérité avec un grand V. C'est-à-dire qu'on est véritablement dans l'ordre de la vérité avec un petit v, c'est-à-dire toujours perfectible par des générations de chercheurs. Hein. C'est-à-dire que ce qu'on produit comme matériel et ce que vous lisez aujourd'hui, c'est les connaissances telles qu'elles le sont dans, si on veut, dans l'état des choses. Ce n'est jamais absolu, évidemment, parce qu'on va toujours améliorer, hein, notre connaissance de la réalité, ni totalement objective. Pourquoi ni totalement objective? Mais c'est qu'en sciences humaines, la particularité qu'on a versus les sciences naturelles, c'est qu'en sciences humaines, on est immergé dans notre culture, on est immergé dans le social, donc on n'est jamais totalement objectif. Hein? Ça veut dire qu'on baigne dans une culture, on a été socialisé, c'est-à-dire éduqué par nos parents et par notre entourage, hein, à voir la réalité de telle ou telle manière. Hein? C'est là qu'on voit qu'il y a des différences culturelles, par exemple. Donc, cette idée-là de la totale objectivité, ça peut poser un peu problème, hein, parce qu'on est immergé dans le social, on a des certitudes, on a un peu l'impression que, ben oui, ça va de soi ce que je pense et ce que j'amène comme recherche. Donc, il faut quand même faire attention, cette idée-là, que la connaissance telle qu'on l'a aujourd'hui n'est jamais absolue ni totalement objective. Hein, d'où l'importance, justement, de la communauté scientifique qui, elle, hein, par intersubjectivité, c'est-à-dire qu'ils vont regarder ce que vous avez fait et ils vont pouvoir regarder si effectivement il y a des failles dans votre raisonnement ou dans votre méthodologie, mais c'est véritablement par cette communauté-là, hein, qu'on arrive à un plus haut niveau, hein, de véracité. Donc, la science se modifie véritablement, hein, de manière dynamique. Hein, c'est-à-dire que c'est par l'interaction, par les articles scientifiques qu'on va publier, mais également par les conférences et les colloques que l'on fait, que véritablement, il y a un échange entre les chercheurs et qui, cette communauté-là, hein, améliore de plus en plus leurs connaissances. Hein. Donc, on a vraiment cette idée-là d'une amélioration, hein, si on veut, de nos connaissances et qui est dynamique. Mais quand même, ce que l'on sait aujourd'hui est quand même considéré comme étant vrai aujourd'hui, du moins par ce qu'on appelle le consensus scientifique. Hein? C'est-à-dire que dans votre revue de littérature que vous avez peut-être déjà fait dans votre travail, mais qui consiste essentiellement à voir qu'est-ce que les autres chercheurs ont dit sur mon sujet d'étude, eh bien, on arrive absolument à certains consensus scientifiques, hein, notamment sur des théories, mais également sur des faits. Donc, ce consensus scientifique-là n'est pas à rejeter en permanence au nom de l'esprit critique. C'est-à-dire que la communauté considère ceci comme étant vrai pour des raisons, hein, pour des raisons justement qui sont fondées sur, on a vérifié la méthodologie, on a vérifié les raisonnements des chercheurs. Donc, on a un consensus scientifique qui est toujours validé par les pairs, c'est-à-dire par les autres chercheurs. Donc, on retient un peu cette idée-là que la science ne se fait pas en vase clos, c'est un travail qui est communautaire et qu'on arrive éventuellement toujours à une plus grande approximation du réel, notamment par l'échange de nos travaux avec la communauté scientifique. Hein? Donc, on retient un peu cette idée-là, hein, qu'on n'est pas dans une ordre de la vérité avec un grand V, mais avec un petit v pour l'instant, mais qui doit toujours être fondé sur une méthodologie et une objectivité.
Le découpage des sciences que vous connaissez peut-être déjà un peu, hein? Donc on distingue, si on veut, les sciences de la nature et les sciences humaines. La grande différence entre les deux, c'est que les sciences de la nature, biologie, chimie et physique, ce sont des objets de recherche, mais que l'individu n'est pas, si on veut, n'a pas le filtre, par exemple, de sa culture pour les étudier, hein? Donc, certains les considèrent comme étant plus objectifs, ce qui serait quand même à relativiser, hein, parce qu'on voit quand même que les chercheurs en sciences de la nature ont partagé des certitudes pendant des époques qui se sont avérées absolument fausses, mais qui ne les a pas empêchés de les considérer comme absolument vraies à l'époque. Donc, il faut quand même relativiser. Mais on fait quand même une distinction entre on étudie soit la nature ou les sociétés humaines. Hein? Donc, on a ces disciplines-là ici dans les sciences humaines. L'anthropologie, qui, elle, s'intéresse davantage à la culture au sens large, mais également à les dynamiques qu'il y a à l'intérieur des petits groupes. L'économie que vous connaissez, que vous avez déjà eu au secondaire, j'imagine, et peut-être même déjà un peu au cégep, hein, qui s'intéresse aux échanges marchands entre les individus. La géographie, essentiellement sur les territoires et les espaces, hein, également. L'histoire, bon, qui s'intéresse à l'histoire. La politique aux grandes organisations internationales, mais également hein, à la dimension politique de notre existence. La psychologie, l'individu dans son intériorité, hein, également, et ses rapports avec les autres. La sociologie, elle, s'intéresse essentiellement à l'individu dans ses interactions, également, hein, toutes les organisations et les institutions sociales. Il y a quelque chose de particulier avec les sciences humaines que l'on doit considérer. Ce sont des objets d'étude qui sont particulièrement complexes. Hein? C'est-à-dire que faire des sciences humaines, c'est difficile. Pourquoi? Mais parce qu'il y a un ensemble de facteurs. Il y a un ensemble de facteurs qui sont impliqués. Le plus souvent, quand on étudie un objet d'étude, hein, même si on ne va pas étudier l'ensemble des couches, mais l'ensemble des disciplines des sciences humaines est impliqué. Hein, ça veut dire que si j'étudie, par exemple, je ne sais pas, hein, l'histoire, par exemple, des sociétés, on va dire la société française, eh bien, j'ai effectivement un élément de géographie qui a une influence hein, sur le territoire. Également, l'économie qui est impliquée dans la mesure où il y a des échanges économiques entre différentes puissances, par exemple, de l'époque. Ces puissances-là peuvent avoir eu une influence sur le développement de l'histoire française. Politique, dans la mesure où, effectivement, hein, il y a une organisation qui a été, pendant un instant, la monarchie, et aujourd'hui, on a un régime républicain. Hein, donc, on a cet ensemble d'éléments-là qui a énormément d'influence à chaque fois que l'on étudie quelque chose. Donc, ce sont des objets d'étude qui sont particulièrement complexes. Un élément également qui est difficile, c'est la reproductibilité des phénomènes. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible de reproduire, par exemple, la Révolution française. Vous vous en doutez bien. Hein? On ne peut pas, si on veut, retourner dans le passé ou recréer, par exemple, des famines, ce qui serait absolument non éthique, hein, d'affamer un groupe pour pouvoir savoir ce qui se produit dans ces situations-là. La reproductibilité des phénomènes est particulièrement difficile. L'histoire ne se déroule qu'une seule fois. Hein? Donc, nécessairement, ça pose problème. Également, la subjectivité du chercheur, comme on a souligné un peu plus tôt, est parfois impliquée. Hein? Revenons un peu à l'histoire. Eh bien, l'histoire a été longtemps l'histoire des grands personnages, hein? L'histoire des rois, l'histoire des grands princes de ce monde. Eh bien, par exemple, l'histoire du mouvement ouvrier était totalement oubliée pendant une époque. L'histoire des femmes, hein, on les cherche dans les manuels, elles existaient, elles étaient importantes, mais l'histoire était faite malheureusement par des personnes, à l'époque du moins, par des personnes qui avaient une vision de ce qui était important. Ce qui était important, c'était les grands traités et les grands personnages, de même que les batailles militaires, par exemple. De plus en plus, on voit apparaître, par exemple, des études en histoire féministe, hein, de voir un peu l'histoire des femmes, c'est pas qu'elles n'existaient pas, c'est qu'elles n'étaient pas faites. Et la même chose, par exemple, que vous allez peut-être voir dans vos cours d'histoire, par exemple, sur les études postcoloniales, hein, s'intéresser également à l'histoire des colonisés. Ce n'est pas que les colonisateurs qui ont une histoire, les colonisés ont également une histoire. Hein. Donc, on voit un peu que la subjectivité du chercheur, j'ai pris l'exemple ici de l'histoire, est nécessairement impliquée lorsqu'il s'agit de faire des sciences humaines.
Également, la géographie. Hein, je ne sais pas si vous avez vu dernièrement, mais si vous allez sur Google Maps, par exemple, que vous soyez en Chine ou au Canada, hein, mais vous voyez que, par exemple, au Canada, le Tibet appartient, si on veut, est indépendant, tandis que si vous êtes en Chine, ben, le Tibet ben, fait partie de la Chine. Hein. Donc, on a également, si on veut, pour des sensibilités politiques, ben, on a parfois pas la même géographie non plus, hein, le même découpage des territoires. Revenons un peu, encore une fois, à l'histoire. Eh bien, excusez-moi, l'histoire est une discipline, par exemple, qui serait éminemment politique. Hein? C'est-à-dire que l'histoire peut servir à légitimer l'ordre en place. Vous avez sûrement déjà entendu l'expression « nos ancêtres les Gaulois hein, » pour nos amis les Français, mais on a ce mythe. Hein, ce mythe historique, si on veut, qui a été fondé au point de vue politique hein, pour fonder la communauté française. Et ben, justement, quand on fait des recherches historiques, ça peut poser certains problèmes. Certains mythes, hein, si on veut, fondateurs d'un peuple, peuvent être mis à mal par des études historiques. On a un peu, par exemple, la même chose si on veut faire des recherches dans le territoire israélien ou palestinien. On a encore une fois la même chose. Mais quand on fait des études en histoire ou encore une fois ici en anthropologie, hein, quand on fait de l'archéologie, par exemple, mais souvent, hein, les chercheurs ont des bâtons dans les roues parce que le mythe national peut être mis à mal hein, par l'histoire et l'archéologie qui pourrait contredire certaines certitudes qui sont justement considérées comme des certitudes. Dernier élément, c'est difficile de dégager des lois et de faire des prédictions. C'est-à-dire que si on compare le modèle de scientificité des sciences de la nature versus des sciences humaines, celle des sciences de la nature est vraiment fondée sur la reproductibilité comme étant un gage de scientificité. Mais on doit faire attention aux sciences humaines, ce n'est pas moins des sciences, mais la reproductibilité peut être, encore une fois, l'idée de faire des prédictions et dégager des lois peut être un peu plus difficile. On en a quand même un petit peu, par exemple, en économie, mais ces lois-là, encore une fois, elles peuvent être quand même discutables selon chercheurs. Donc, on a deux grands blocs, hein, si on veut, sciences de la nature, sciences humaines. On retient que les sciences humaines ont leurs particularités et leurs difficultés hein, de les appréhender parce qu'ils sont notamment complexes et qu'elles souvent impliquent un peu cette notion-là de subjectivité du chercheur. Cette subjectivité-là, on peut l'atténuer hein, en faisant de la bonne méthodologie et en s'assurant que nos connaissances seront revues par les pairs, c'est-à-dire que les autres chercheurs dans la discipline vont pouvoir venir critiquer nos travaux, hein, critiquer pas dans le sens négatif nécessairement, mais vont pouvoir avoir un regard critique sur nos travaux et vont pouvoir justement juger de la pertinence de nos propos. Hein, donc, on retient un peu cette idée-là. 5 grands principes fondamentaux des sciences, de la science en général. Ben, s'il est permis d'étudier les sciences, c'est parce qu'ils ont, si on veut, on a des principes. Hein, c'est-à-dire que le réel est organisé. Ça veut dire qu'il est possible hein, d'étudier le réel parce que ce n'est pas tous des éléments qui arrivent par hasard. Hein. Ça veut dire qu'il y a une forme d'organisation, si on veut, à l'intérieur du réel qu'on essaie de découvrir. Hein. Donc, cette organisation-là. Notamment, ben, ce n'est que par la raison et la logique qu'on peut traduire hein, ces fameuses réalités-là en connaissances scientifiques. On doit donc avoir une rigueur scientifique. Également, les explications scientifiques doivent être cohérentes entre elles. Qu'est-ce qu'on veut dire? C'est que ben, quelque chose d'encore plus solide, si on veut, au point de vue scientifique, mais c'est que, par exemple, quand on voit que ce que l'on amène comme propos est validé à la fois par l'économie, l'histoire, la géographie, la sociologie, donc quand on a un ensemble de disciplines qui s'accordent sur les mêmes faits. Hein, donc, on a vraiment cette idée-là que les explications scientifiques ils sont cohérentes entre elles et que c'est par leur cohérence qu'ils acquièrent leur solidité. Également, l'élément le plus important, je crois, c'est encore une fois cette notion-là de l'empirie, hein, c'est-à-dire qu'on doit absolument se confronter au réel. On doit aller chercher du matériel et c'est essentiellement l'objectif principal de ce qu'on va voir au cours de la session. Aller chercher du matériel et de l'analyser, le confronter à ce qui a été écrit par d'autres scientifiques sur le sujet pour être le plus objectif dans notre interprétation.
Et enfin, ben, ça va évidemment de soi, hein, la raison et la logique, c'est véritablement la meilleure manière d'expliquer la réalité sociale. Hein. Donc, on va revenir un peu sur ces dimensions-là. Oui, ben jusqu'à maintenant, je peux juste arrêter 2 petites secondes. Hein. Est-ce que vous avez des questions, interrogations? Parce que je vois juste ma petite face qui parle et j'ai vraiment l'impression de parler à moi-même, dans le fond. Est-ce que c'est relativement clair? Est-ce que c'est pas si mal? Ça va quand même juste faire un petit contrôle de qualité. Là. Je ne suis pas en train de vous perdre et de vous endormir peut-être, mais vous suivez quand même, c'est good? Oui, ça va. Merci beaucoup. On va pouvoir discuter encore un petit peu après. La réalité, hein, si on veut, on a 4 grands postulats, encore une fois, en sciences. Hein. La réalité, elle est observable. Hein, c'est-à-dire, je reviens encore là-dessus, c'est absolument important, c'est qu'on a des objets concrets et des objets abstraits. Hein. Les objets concrets, ce sont par exemple toutes les traces écrites qu'on peut trouver dans les documents ou encore une fois, hein, si on fait de l'archéologie dans la branche de l'anthropologie, mais c'est encore une fois, par exemple, l'ensemble des monuments qui nous ont été laissés. Hein. Ça veut dire qu'on a vraiment des objets concrets. Également, si vous faites l'étude de comportement économique, par exemple, de certains individus en situation de pandémie, pourquoi pas, bien, on a d'autres objets concrets. On a, par exemple, on pourrait aller chercher, il faudrait demander la permission évidemment, mais chercher, par exemple, hein, les relevés bancaires des individus pour pouvoir faire le suivi de leurs achats, par exemple. Hein. Donc, ce sont encore une fois un ensemble de traces qui nous est possible à analyser. Également, bien, comme autre objet concret qu'on peut avoir, eh bien, en fait, en général, hein, c'est tout ce qui a laissé des traces. Si, par exemple, vous faites de l'observation, hein, je ne sais pas si dans l'analyse de contenu, on va peut-être faire un exercice là-dessus. Bien, mettons qu'on fait une observation. L'observation que je faisais faire, c'était, mais pas directement, c'était dans un documentaire, sinon ça peut être un peu dangereux. L'observation de gangs de rue, par exemple. Hein, de voir un peu leur fonctionnement interne. Bien, on a des comportements, on a des actions qui sont posées par des individus, mais on peut directement les observer et comment ils se conduisent concrètement, ces individus-là. On a accès à ces informations-là. Comme autre objet concret, si j'essaie de sortir un peu de la géographie, je pense que ça va de soi, les montagnes, les lacs, c'est relativement concret, vous en conviendrez. Mais on a un ensemble, si on veut, de matériel qui est possible d'aller chercher, hein, dépendamment, encore une fois, de votre sphère d'activité. Dans les objets abstraits, eux, c'est par exemple ce que nous, on va aller chercher dans nos entrevues. Hein, on va aller chercher les opinions des individus, leur motivation, leur justification, leur explication, hein, tout ce qui est, si on veut, à l'intérieur de l'individu. Ce sont d'autres éléments qu'on peut aller chercher. Souvent, ces éléments-là, les objets abstraits, c'est souvent justement en sociologie, en psychologie et en anthropologie, parfois même en économie, qu'on va aller chercher justement ces objets-là. Si on veut, par exemple, hein, je faisais une recherche sur les personnes âgées, hein, les vieux. Hein. C'était une recherche sur les hommes. On leur demandait, mais ça fait quoi de vieillir? À quel moment est-ce qu'on se sent vieux? Mais on n'a pas accès à ces éléments-là. On doit nécessairement poser les questions aux individus. Hein. Et qu'est-ce qu'on constate quand on fait de la recherche, et que vous allez d'ailleurs constater dans vos analyses de vos entrevues, c'est que on peut penser que tous les individus ont des vies isolées, hein, qui sont un à côté de l'autre et qui ont toute leur vie intérieure qui est très différente. Mais dans les faits, on aperçoit qu'il y a vraiment des éléments communs dans l'expérience. C'est lors de l'analyse, par exemple, de nos entrevues, on pose la même question à chacun des individus, on analyse leurs réponses, après on les compare, ces réponses-là, et on se rend compte que, par exemple, je m'étais rendu compte que dans mes entrevues, l'écrasante majorité des répondants me disaient qu'ils se sentaient vieux, évidemment, quand ils recevaient leur chèque de pension de vieillesse, hein, évidemment, mais que c'était davantage dans le regard de l'autre. Hein, c'est-à-dire que quand on commence à être vouvoyé de manière générale, quand également on perd son emploi parce qu'on passe à la retraite, hein, donc on perd un peu tout le réseau social qui soutenait l'idée qu'on était des gens travailleurs et actifs pour la société, du moins dans leur esprit. Donc, on ne peut pas savoir de facto c'est à quel moment que les individus se considèrent vieux. Il faut aller leur poser les questions, hein, notamment par des entrevues ou encore une fois par des questionnaires. Hein. Donc, la réalité est observable. On doit absolument aller chercher de l'empirie. Également, la réalité, elle est mesurable.
Hein? Donc, réalité observable, j'ai fait un peu d'avance, hein, mais la réalité observable, c'est vraiment juste d'aller chercher le matériel. Mais ensuite, hein, la réalité est mesurable, c'est-à-dire qu'on peut analyser ce matériel-là. Hein? Par exemple, si on fait une analyse de contenu, puis on regarde, par exemple, un bon exemple, en ce moment, vous voyez que si vous suivez un peu la politique états-unienne, que Donald Trump tente de se faire réélire pour un prochain mandat, on peut faire une analyse de contenu de ses discours. Hein, le nombre de fois qu'il va, par exemple, souligner le mot chaos. Hein. On peut poser l'hypothèse qu'il recourt à la peur pour se faire élire, c'est une chose, mais c'est encore mieux de dire je vais aller dans le réel, me confronter au réel, je vais aller étudier ses discours et, par exemple, faire une analyse de contenu. Ici, je ferais juste compter le nombre de fois qu'il utilise des mots associés à la peur, hein, qui seraient, par exemple, chaos, manifestation, socialisme. Hein? Donc, on aurait un ensemble d'éléments. On pourrait les compter, puis on va dire, dans tous ces discours, il y a environ, par exemple, 45% de ces thématiques qui sont associées à des discours hein, qui essaient d'alimenter cette forme de peur-là. Hein? Donc, on pourrait voir un peu l'alimentation où c'est une description concrète de la réalité. C'est pas ça la question ici. J'ai un petit peu l'impression que c'est l'alimentation, mais quand même, hein, on pourrait donc pas juste le postuler comme ça, mais aller chercher, hein, si on veut, concrètement, des discours qui ont été produits par l'individu. Donc, la réalité, elle est observable, donc ça permet l'empirie, et elle est également mesurable. Hein, il est possible de mesurer ces éléments-là. Hein. Excusez-moi, on a un petit problème ici. Voilà. La réalité, encore une fois, elle est organisée. Hein? Donc, ce n'est pas simplement un hasard. Hein? Comme je vous disais un peu, mais ce n'est pas que des vies isolées, en fait, que tous les individus vivent un à côté de l'autre. Hein? C'est-à-dire qu'ils sont immergés, si je prends la sociologie, qu'ils sont immergés dans la même société et que, nécessairement, on vit en société. Donc, il doit y avoir quelque chose de commun dans la mesure où on a été plus ou moins éduqués de la même manière. Donc, la réalité est organisée. Il est donc possible de l'expliquer, cette réalité-là. Ça veut dire que si la réalité n'était pas observable, mesurable et organisée, il serait impossible pour nous de fournir des explications à ce qu'on observe comme phénomènes sociaux. Donc, on doit recourir à l'observation et à l'analyse de notre matériel de la manière la plus objective possible. Par exemple, je prends un peu, encore une fois, l'exemple de l'économie. L'exemple que j'avais qui était excellent d'ailleurs, je l'ai perdu, mais on va en prendre un autre. Les économistes aiment beaucoup nous amener la fameuse loi de l'offre et la demande, mais effectivement, ils ont des chiffres pour avancer leurs propos. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont des situations où ils peuvent mesurer l'offre d'un certain produit. Hein, et on voit très bien que la demande varie en fonction de l'offre. Hein, donc, encore une fois, la réalité, elle est totalement explicable, cette réalité-là. De la même manière, par exemple, où j'essaie de m'intéresser à certaines civilisations, par exemple les Égyptiens, hein, si on veut, eh bien, encore une fois, j'ai un ensemble de traces écrites qu'il m'est possible d'aller analyser et également de pouvoir interpréter ces fameuses traces écrites-là. Et ce qui est quand même intéressant, depuis dernièrement, je parle ici pour l'anthropologie et l'archéologie en général, c'est que, il y a la géographie également, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus accès à les outils fournis par exemple, les images satellitaires, hein, où c'est particulièrement intéressant, où du ciel, on peut voir, par exemple, hein, le parcours que le Nil a suivi. Le Nil hein, s'est déplacé au cours des 4000 ans de l'histoire des Égyptiens. Eh bien, le Nil s'est déplacé et en regardant d'en haut, on peut dire, déjà, on pensait peut-être que c'était lié. Hein? Et d'en haut, on voit très bien qu'il y a des traces différentes des anciens, si on veut, des anciens nids de rivières et qu'en suivant ces fameuses nids de rivières-là, on découvre des nouvelles cités qui confirment souvent ce que l'archéologie avançait comme recherche. Hein? Donc, on retient un peu l'idée, on doit aller chercher du matériel sur le terrain, on doit encore une fois mesurer cette réalité-là. Parce que la réalité est organisée, on peut donc l'expliquer toujours, encore une fois, de manière la plus rigoureuse possible. Lorsqu'on étudie hein, des phénomènes sociaux, il faut se méfier encore une fois de l'explication monocausale, hein, c'est-à-dire qu'il n'y aurait qu'une seule cause qui amènerait l'apparition d'un phénomène.
ce qui, justement, amène la complexité des sciences humaines. Par exemple, on peut se dire un peu, j'ai pris un exemple classique, hein, qui, ben voilà, maintenant je prends le phénomène de la réussite scolaire. Spontanément, on peut se dire, ben, c'est juste une question de travail, là, à un moment donné, travail, étudie, puis tu vas être correct. Hein. Mais on voit que ça dépend de plusieurs facteurs. Hein. Ça dépend évidemment de la dimension individuelle, hein, c'est-à-dire le temps qui va être mis de la personne sur ses études, de l'enseignement du professeur. Hein. Un enseignant qui est un peu drabe et moins intéressant va influencer la réussite scolaire de l'individu. La motivation, hein, qui serait ici intérieure de l'individu, la motivation de la personne à réussir ses écoles. Et également, ben, est-ce que les parents valorisent cette école-là? Hein? Moi, comme sociologue, ben, j'ajouterais justement que ben, statistiquement, ce qu'on réalise, c'est que ce n'est pas uniquement qu'une question de volonté individuelle. L'appartenance à des groupes sociaux, hein, si on va quand même pouvoir prédire en partie, hein, notre capacité à réussir à l'école. En gros, ben, vous ne serez sûrement pas étonné, mais les groupes socio-économiques les plus défavorisés, ce sont eux également qu'ils vont moins souvent à l'université. Hein, tandis que les groupes les plus favorisés de notre société, au point de vue économique, ben, eux, hein, majoritairement, leurs enfants vont pouvoir aller continuer à faire des études. Donc, à la dimension individuelle, hein, si on veut, la motivation intrinsèque et le temps réel qui est mis sur les études, mais on se rend compte que le milieu d'appartenance, hein, le fait, est-ce que vos parents valorisent l'école, est-ce qu'ils discutent de vous, hein, est-ce qu'ils discutent avec vous, excusez-moi, pendant les soupers sur ben, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui, c'est quoi tes travaux, c'est quoi le genre de discussion qu'on a également autour de la table, hein, le type de jeu qu'on a fait avec nos enfants quand ils étaient plus jeunes, hein, par exemple, on peut jouer à des jeux qui amènent une forme de connaissance générale et on peut aussi laisser notre enfant jouer au PlayStation toute la journée. Bien, on voit déjà que selon notre milieu social, les parents vont plus ou moins valoriser l'école, vont se conduire d'une certaine manière qui va nécessairement influencer le parcours scolaire de l'enfant plus tard, notamment bien, le vocabulaire. Hein, c'est-à-dire que, bien, vous avez sûrement constaté, on est souvent noté en fonction de notre capacité à s'exprimer à l'écrit et à l'oral. Mais ce vocabulaire-là, il est également enseigné par nos parents. C'est-à-dire que si vous avez un langage relativement restreint, si vous avez donc de la difficulté à faire toutes les nuances nécessaires lorsqu'on écrit, également, si vous faites beaucoup de fautes de français, vous perdez presque automatiquement vos fameux 10% accordés au français. Donc, on voit que la réussite scolaire, qu'on pense que c'est uniquement une question de volonté, bien, va dépendre d'un ensemble de déterminants. Hein? Donc, c'est là que ça devient relativement compliqué. Également, bien, si on appartient à un groupe en particulier, bien, ça peut être également associé à la migration. Hein? C'est-à-dire que les enfants des nouveaux arrivants bien, vont souvent être dans un milieu qui va valoriser énormément l'éducation. Les parents se sont en quelque sorte sacrifiés pour le bien-être de leur enfant, mais souvent dans ces groupes-là, on va énormément favoriser l'éducation comme méthode, si on veut, d'ascension sociale. Hein. Donc, on voit un peu, j'ai pris un phénomène un peu bête, hein, mais on a quand même hein, ce phénomène-là, réussite scolaire, mais on voit que c'est un ensemble de déterminants, si on veut, qu'on doit donc étudier. On ne peut pas juste dire en soi, ben, moi je sais que c'est une question si on veut, même d'intelligence, que certains diraient. Ben, ce n'est pas qu'une question d'intelligence. Hein. On voit quand même que ben, c'est une question énormément aussi de, comment dire ça, d'une manière, si on veut, qui va permettre au plein potentiel de l'enfant de s'exprimer, hein, notamment par un milieu familial et économique qui favorise l'éducation. Hein, donc, on a quand même ce truc-là. Par exemple, moi, ben, mes parents ne visaient pas nécessairement à ce que je fasse des études universitaires. Pour eux, ils se disaient, ben, moi, si tu fais un secondaire 5, c'est parfait. Si tu fais un DEP, tant mieux, tu vas avoir une job. Le but, c'est d'avoir une job steady. Hein, dans le fond, si possible, syndiqué, tu as des meilleures conditions de travail. Mais ce n'était pas un milieu qui nécessairement valorisait l'éducation. Hein, dans mon milieu social de naissance, plusieurs n'ont pas fait d'études universitaires hein, parce que le milieu social a énormément d'influence. Abordons maintenant un peu hein, cette idée-là des sources d'information qui sont posées comme étant non scientifiques.
cette intuition, hein, l'intuition d'avoir justement cette idée de j'ai l'impression qu'effectivement ça doit être ça. L'intuition est souvent, si on veut, mauvaise conseillère. Hein. L'intuition va souvent, plus souvent qu'autrement, amener aux préjugés et aux stéréotypes. Ou, par exemple, lorsqu'on voit des manifestations qui se passent aux États-Unis hein, pour de Black Lives Matter, mais certains vont dire ah, c'est parce qu'ils ne savent pas vivre en société, ces gens-là. Justement, on est dans l'ordre de l'intuition. Dans le préjugé et le stéréotype, on doit analyser les causes profondes qui mènent ces individus-là à manifester, mais également à s'emporter, hein, si on veut, contre les signes manifestes des inégalités sociales aux États-Unis. Hein, donc, on doit absolument se méfier de notre intuition de départ, c'est-à-dire qu'on est bien socialisé pour intérioriser hein, un monde culturel, mais certaines vérités comme étant absolues, ça, c'est une bonne chose au quotidien. Mais par contre, quand on fait de la science, on doit donc dépasser ces éléments-là. Les croyances populaires et les traditions sont encore une fois des sources d'informations qui sont absolument non scientifiques. Une des croyances populaires que je trouvais quand même relativement rigolote, mais c'est cette idée-là, par exemple, qu'à la pleine lune, il y a plus de bébés qui naissent, il y a plus de gens dans les hôpitaux psychiatriques, hein, il y a plus de fous et de bébés qui naissent. Hein. C'est une croyance relativement partagée. Eh bien, encore une fois, quand on les compte objectivement, on se rend compte qu'il n'y a absolument aucune corrélation entre les phases de la pleine lune et les naissances des enfants, de même que les admissions dans les, dans les hôpitaux psychiatriques. Encore une fois, dans le même ordre d'idée des croyances populaires, excusez-moi, petite gorgée, eh bien, je pensais vraiment qu'en buvant ma gorgée, j'allais avoir l'idée, mais que j'ai absolument oublié. Donc, on va revenir un peu sur les croyances populaires. Absolument désolé de cet échec assez lamentable. Donc, les croyances populaires et les traditions, encore une fois, ne sont pas des gages de succès. L'argument d'autorité, hein, encore une fois, c'est souvent un élément qui est le plus difficile à, si on veut, à s'affranchir en science. L'idée un peu, l'argument d'autorité, c'est l'idée de, on va cautionner le savoir d'une personne nécessairement en raison de son influence intellectuelle ou de son statut social. En gros, si je me présente à vous comme étant un scientifique, eh bien, les individus vont avoir tendance à mettre de côté leur jugement et se dire « c'est un scientifique qui le dit, donc ça doit être absolument vrai ». On a également la même chose quand vous allez faire votre état de votre revue littérature hein, pour votre problématique. Ce n'est pas parce que c'est publié dans une recherche scientifique que cette recherche-là, elle est sérieuse. Il faut également regarder est-ce qu'elle a été reprise par les autres, est-ce que la méthodologie est également intéressante. Pour ceux et celles qui se sont déjà intéressés à la psychologie, il y avait justement hein, l'étude de Milgram qui s'intéressait justement à l'argument d'autorité. En gros, on s'est rendu compte, on va revenir sur le cours destiné à l'éthique, que devant une figure d'autorité, les individus ont tendance à laisser de côté leur jugement critique. Hein. Ça veut dire qu'ils vont dire l'autorité cautionne, donc ça doit être nécessairement vrai, donc je n'ai plus à réfléchir, je n'ai qu'à me conformer à ce qui m'est demandé de faire ou à ce qui m'est demandé de penser. Hein. Donc on doit toujours garder cette fameuse notion-là qu'un argument d'autorité, je le dis parce que je suis un scientifique, donc c'est absolument vrai, on doit absolument s'en méfier. Le raisonnement biaisé, hein? C'est tous les raisonnements qui semblent absolument logiques sans être nécessairement exacts. On doit absolument s'en méfier. Hein? Par exemple, les faux dilemmes, hein? C'est-à-dire l'idée que soit que l'exemple le plus typique hein, du faux dilemme, c'est vous êtes avec moi ou contre moi. À ce moment-là, c'est l'idée un peu que j'ai une proposition qui dit que je n'ai que deux choix possibles. Ce faux dilemme-là, souvent, va amener à justement des raisonnements qui sont fallacieux. Le plus souvent, il y a plus que deux alternatives. Hein. Ce sont des formes de rhétorique qui sont absolument malhonnêtes. Hein. Par exemple, je n'ai pas d'exemple qui vient spontanément un peu à l'esprit, ce qui est encore une fois relativement dommage. Hein. Je vais aiguiser mon esprit pour les prochains cours. Mais on a souvent dans cette formulation-là soit X ou X. Voilà, hein, on vous laisse simplement ces deux arguments-là.
J'ai fait une petite erreur, hein, c'est l'analogie et la métaphore. Hein. Comparaison n'est pas raison. C'est-à-dire que parfois, on va recourir à des métaphores. Hein. On va expliquer un élément, puis on va dire, ah oui, c'est comme telle chose. Hein. Mais c'est supposé illustrer le propos, ce n'est pas être l'explication hein, que l'on donne. Donc, on doit se méfier des arguments qu'on voit un peu que ben, ce n'est que des métaphores et ce n'est que des exemples qui sont donnés. On doit véritablement s'intéresser à des arguments qui sont rigoureux au point de vue logique. Hein. Le biais de confirmation, ben, je l'ai un peu évoqué, hein, c'est notre tendance qu'on a les humains à ne pas prendre en compte ce qui va à l'encontre de nos hypothèses et, excuse-moi, ne pas prendre en compte, exactement, ne pas prendre en compte ce qui va à l'encontre de nos hypothèses et de garder uniquement ce qui confirme nos certitudes. On doit faire attention, d'autant plus dans nos sociétés actuelles de l'information où, par exemple, ben, on a ce qu'on appelle des bulles informationnelles. Hein, c'est-à-dire que d'un point de vue social, on a tendance à être amis. Notre entourage est composé par des individus qui ont tendance à penser à peu près comme nous. Et également, ben, Facebook, YouTube et compagnie ben, nous proposent du contenu que, selon leur filtre, on est supposé aimer. Donc, à ce moment-là, ce qui se passe souvent, c'est qu'on n'est que dans la confirmation. Il y avait une étude qui avait été faite, que je trouvais très rigolote d'ailleurs, par Radio-Canada. Il avait créé 2 comptes Facebook. Un qui cliquait sur à peu près sur tout. Hein? Il s'était abonné au Devoir, La Presse et bon, d'autres revues comme ça. Donc, il cliquait un peu sur tout de manière aléatoire. Et l'autre cliquait uniquement sur du contenu qui est conspirationniste. Mais à la longue, Facebook ne lui offrait que du contenu conspirationniste. Ils ont fait la même étude sur YouTube, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que dans l'onglet vous aimeriez peut-être hein, les suggestions, mais ce n'est pas basé sur ce qui est le plus pertinent hein, par rapport à votre recherche, mais essentiellement sur ce qui se rapproche le plus de vos anciennes requêtes, de vos anciennes recherches. Donc, on a tendance à s'enfermer, hein, involontairement même, dans une bulle, hein, si on veut, qui est constituée de gens qui pensent comme nous et d'informations qui confirment ce que l'on sait théoriquement déjà. Hein. Donc, on doit se méfier donc de ces fameuses bulles-là. D'ailleurs, Google fait exactement la même chose. Hein. Quand vous tapez dans Google, eh bien, par exemple, moi et vous n'avez pas les mêmes résultats de recherche. Hein? Ça varie vraiment en fonction de nos recherches précédentes. Hein? Donc, on doit encore une fois se méfier de ces raisonnements biaisés-là. Et enfin, l'autre élément qui peut être absolument gênant également, c'est généraliser abusivement ses expériences personnelles, hein, de la même manière qu'on a vu un peu plus tôt. C'est-à-dire que ben, ce que moi je vis comme individu, la manière par laquelle je vois le monde, ben, ce n'est pas nécessairement ce qui est vécu par les autres individus. Hein, on a ce discours-là en ce moment, par exemple, dans le mouvement Black Lives Matter, mais il y en a plein, hein, même de mon entourage, qui dit il n'y a pas de racisme au Québec, il n'y a pas de racisme au Canada. Voyons donc, moi, je n'ai jamais vu ça. Mais ne jamais voir ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Hein. C'est un peu l'idée qui est amenée par le mouvement Black Lives Matter de privilège, c'est-à-dire ceux qui ne subissent jamais de racisme ne le voient absolument pas et ne doivent souvent en aucun cas même à être confrontés à ces situations-là. Et la même chose, par exemple, certains de mes amis disent ben, il me semble qu'il n'y a pas d'inégalité entre les hommes et les femmes. Voyons donc, souvent, c'est des hommes qui disent ça d'ailleurs. Mais c'est un peu l'idée, hein, on ne doit pas généraliser nos expériences personnelles. Je n'ai jamais vu ça, hein, je n'ai jamais vécu ça. On ne doit pas confondre ça avec la réalité. Hein, on doit faire absolument attention à ce type d'éléments-là. Donc, 5 sources d'informations non scientifiques dont on doit absolument se méfier pour s'y prémunir. Tentons d'être le plus objectif possible, le plus rigoureux possible, de vérifier nos sources. Hein? Si on regarde un article, est-ce qu'il y a des sources à l'intérieur? Donc, ce sont tous des éléments qui peuvent nous permettre hein, d'éviter les écueils hein, de la mal-connaissance. Autre élément quand même hein, que je trouve quand même intéressant, désolé de la qualité de l'image n'est pas très, très bonne, mais c'est l'effet Dunning-Kruger. Hein, c'est 2 psychologues américains qui se sont intéressés au sujet. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont absolument pas compétents dans un sujet ont une confiance absolument démesurée en leur capacité?
Mais c'est quelque chose qu'ils ont étudié, hein, c'est-à-dire qu'ils ont fait, ça ne touche pas tout le monde, évidemment, mais des individus, ça les touche personnellement. C'est-à-dire que, ben, au début, si on veut, pour résumer en gros cette image-là, c'est-à-dire qu'au début, quand on commence à aborder un sujet, on ne connaît pas assez le sujet pour savoir à quel point qu'on ne connaît pas le sujet. Hein? C'est-à-dire qu'on a vu, même dans la période de confinement, des gens qui étaient devenus des médecins. Hein? On ne sait pas comment ni pourquoi, mais qui savaient, eux, comment ça fonctionne, les choses. Mais c'est un peu ce problème-là qu'on voit dans ces situations-là. C'est-à-dire qu'au début, on ne connaît pas beaucoup le sujet, mais on peut avoir une énorme confiance en nos capacités. Et plus on commence à connaître sur un sujet, on atteint quelque part un pic de confiance. Et plus on commence à connaître un peu le sujet, hein, oui, on commence à connaître un petit peu, on commence à réaliser qu'on ne connaît absolument rien. Ça veut dire qu'on voit plein d'articles, on voit plein d'auteurs qui ont travaillé sur le sujet, plein d'angles d'analyse qu'on n'avait jamais eu connaissance. Et c'est là qu'on voit un peu que la confiance en soi diminue. Donc, c'est absolument normal quand vous allez faire vos recherches dans ce cours-ci, mais en général dans vos études, vous allez avoir un moment qu'on appelle la vallée du désespoir, où vous vous dites « je connais absolument rien, dans le fond, j'ai vraiment aucune connaissance ». C'est absolument normal. C'est-à-dire que vous apprenez de plus en plus de choses, vous voyez en quelque part l'horizon devant vous d'éléments que vous ne maîtrisez pas. Eh bien, nécessairement, il y a une petite angoisse qu'on se dit « tabarouette, dans le fond, je n'ai absolument aucune connaissance sur le sujet ». Cet élément-là est très positif. C'est là qu'on a justement cet esprit critique, une forme de rigueur et d'objectivité, où on se dit « Oh, tabarouette, je vais aller commencer et continuer à lire beaucoup plus sur mon sujet pour en connaître davantage. » Et on doit donc se méfier, si on veut, des premiers moments lorsqu'on aborde un sujet où on a une grande confiance en nos moyens parce qu'on a lu assez peu, puis finalement, on ne connaît pas nécessairement beaucoup le sujet. Ce qui est exactement mon cas. J'aime beaucoup les vidéos, par exemple, d'astronomie, d'univers et tout ça. Je suis absolument nul dans le sujet. Ça veut dire que je suis plutôt un amateur que d'autres choses. Mais au début, j'avais un peu l'impression, oh, je commence à être pas pire finalement. Et absolument, non, j'ai zéro connaissance. Je suis absolument une patate dans le sujet. Les recherches, si on veut, on va terminer là-dessus. J'ai encore une fois un petit 6 minutes à peu près, 6-7 minutes. Les recherches ont un objectif. On ne fait pas une recherche juste pour faire une recherche. Les recherches, ils ont essentiellement 4 grands types d'objectifs. On peut soit tenter de classer les phénomènes, c'est-à-dire que, par exemple, je ferai une étude sur ceux qui font les voyageurs. Vous avez sûrement tous fait du voyage. Vous avez sûrement remarqué qu'il y avait des types de voyageurs. Il y a les gens qui sont en backpack, il y a des gens qui sont avec leur petite valise avec une petite roulette, il y a des gens qui voyagent en famille. Donc, on pourrait étudier l'ensemble des voyageurs puis essayer de classer, de faire donc des familles de voyageurs. Donc, ça pourrait être une forme d'étude absolument légitime à faire. Donc, ce type classificatrice-là, c'est de dire, je vais étudier un phénomène et je vais essayer de classer par type si on veut, par type d'expérience de ce phénomène-là. Par exemple, j'avais encore une fois fait une étude où on classait, par exemple, le style de spectateur. Par exemple, si vous allez dans n'importe quoi, une partie de hockey, de baseball ou même un spectacle, bien, vous remarquez que ce n'est pas l'ensemble, l'entièreté des individus qui réagissent de la même manière. On pourrait très bien classer par observation le type d'individu, dégager différents types de spectateurs. Ce serait donc une recherche classificatrice. Les recherches compréhensives, elles, visent essentiellement à comprendre le sens que les gens donnent à leurs actions, le sens qu'ils donnent, par exemple, à leur propre existence. Dans les entrevues, c'est souvent ce type de recherche-là qu'on fait. On fait des recherches compréhensives, si on veut. Comment est-ce que les gens, donc on a les fameuses traces abstraites qu'on a vues un peu plus tôt, c'est quoi le sens que les gens donnent à leur action? Pourquoi? C'est quoi leur motivation? C'est quoi leur intention? On fait donc des recherches compréhensives. On a accès à la recherche compréhensive uniquement par des entrevues, où est-ce qu'on fait vraiment des entrevues de fond avec les individus. Il y a des recherches également qui sont
uniquement descriptives, hein, c'est-à-dire qu'ils vont viser uniquement à décrire, par exemple, le fonctionnement j'ai pris l'exemple plus tôt, hein, le fonctionnement hein, d'une gang de rue ou, par exemple, d'un rite d'initiation. On va faire uniquement la description, par exemple, des différentes étapes et des différents acteurs impliqués. Hein. Donc, on a les recherches classificatrices, classer le phénomène dans plusieurs critères. Recherche compréhensive, essayer de comprendre les motivations, les intentions des individus, souvent en sociologie et en psychologie. Des recherches descriptives, décrire directement le réel. Et également hein, les recherches explicatives, hein, où est-ce qu'on essaie vraiment de trouver la cause d'un phénomène. Hein. Donc, dans les recherches explicatives, il y a des recherches on recherche les relations causales, cause à effet, tel phénomène a créé tel autre phénomène, et la recherche de corrélation. Hein. C'est-à-dire qu'on essaie de trouver les associations entre différents phénomènes. Hein. Si on veut, on aurait plusieurs déterminants, comme on a vu un peu plus tôt hein, sur l'exemple de la réussite scolaire, mais ça serait par exemple hein, une relation d'association. On essaie de trouver par exemple la corrélation entre l'appartenance à un milieu social particulier et la tendance à plus ou moins aller à l'université. Donc, dans ce cas-là, on prendrait, disons, on va dire 2000 personnes, on les classerait selon leurs revenus socio-économiques, par exemple, et enfin, hein, avec les années, on étudierait voir est-ce qu'il est allé, oui ou non, faire des études universitaires, hein, un exemple X. Eh bien, à ce moment-là, on pourrait faire une corrélation où il y aurait effectivement un lien ou non hein, entre le fait d'appartenir à certains groupes sociaux en particulier et faire tel comportement ici qui serait le fait ou non d'aller dans des études universitaires. Donc, c'est un peu ce que j'ai évoqué, hein, de cause à effet. Par exemple, la pauvreté économique, on voit très bien, par exemple, qu'il y a un effet sur la diminution de l'espérance de vie. Hein, si vous êtes déjà à Montréal, être à Berry-UQAM versus à la station métro Mont-Royal, on a statistiquement 7 ans de différence d'espérance de vie. Hein, le fait d'appartenir à un groupe social en particulier, ici, pour des raisons économiques, mais également culturelles, hein, qui vont entraîner des habitudes de vie moins, si on veut, favorables au maintien de la santé, hein, cigarettes, malbouffe, peu d'activité physique, hein, ce sont des éléments, eh bien, à ce moment-là, on a véritablement une relation de cause à effet. Il y a également des relations de cause à effet, hein, si on veut, qui sont absolument fausses. Hein. Si on veut, il y a eu le fameux exemple hein, excusez-moi, que le vaccin causerait hein, l'autisme et la sclérose à plaques. Mais ce qu'on a vu, en fait, dans les études qu'on a faites, c'est essentiellement que le vaccin ne cause absolument pas l'autisme et la sclérose en plaques. C'est surtout qu'on fait la vaccination aux enfants autour de 4 ans environ, dans ces années-là. Et c'est également dans ces mêmes années-là hein, qu'on peut détecter l'autisme et la sclérose en plaques. Hein. Donc, il n'y a aucun lien de cause à effet, pas même une corrélation. C'est simplement qu'on observe à la même époque l'arrivée, le fait de j'ai vacciné mon enfant et c'est à partir de cet âge-là que je peux savoir si effectivement hein, il y a mon enfant serait atteint d'autisme et de sclérose en plaques. Hein, donc, on serait dans une espèce de fausse causalité absolument très discutable. Et d'ailleurs, c'est un excellent exemple, hein, cette idée-là de la vaccination. L'individu a publié sa recherche et sa recherche a été publiée dans la revue Nature, qui est une revue particulièrement prestigieuse en sciences de la nature. Et les autres chercheurs ont regardé ces travaux, ont vu ces méthodologies, ont essayé de reproduire ces études et se sont rendus compte que c'était absolument faux et que c'était de la fabulation. Aujourd'hui, cet individu-là vit en publiant des livres, hein, il n'est plus médecin, il vit en publiant des livres qui continuent encore sur la même lignée, c'est essentiellement pour faire de l'argent, ces livres n'ayant aujourd'hui aucune référence ou quoi que ce soit. Hein. C'est un espèce de long roman ou un long essai qui parle de la chose, mais qui n'est plus du tout dans l'ordre de la science. La corrélation, encore une fois, on a, par exemple, hein, si on veut, l'idée qu'on aurait deux facteurs qui varient hein, en fonction d'un troisième facteur, hein, ou qui serait absolument uniquement dû au hasard.
Hein. Par exemple, ben, on constate que la monoparentalité, hein, le fait d'élever un enfant seul, ben, est associé à des facteurs de risque pour l'enfant, hein, notamment au point de vue sanitaire, mais également au point de vue comportemental. Mais ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas un lien de cause à effet, c'est une corrélation. C'est-à-dire qu'on a un troisième facteur, on se rend compte que ben, c'est essentiellement la situation socio-économique défavorable dans laquelle se trouvent les mères monoparentales qui est associée à l'avènement, si on veut, des facteurs de risque. Mais malheureusement, certains encore pensent aujourd'hui que la monoparentalité cause des risques chez l'enfant, tandis que l'on sait très bien aujourd'hui, hein, grâce à des recherches en sociologie, en économie et en psychologie, que ben non, c'est la pauvreté qui crée un terreau fertile à l'arrivée de ces risques-là. Même chose, encore une fois, avec l'homoparentalité, hein, le fait d'avoir deux parents homosexuels qui élèvent un enfant. Ben, on sait qu'effectivement, c'est associé à des risques pour l'enfant, qui va être, par exemple, victime, si on veut, d'intimidation à l'école et tout ça. Est-ce que c'est le fait que ce soit les parents qui soient homoparentales? Ben, absolument pas. Le véritable facteur ici, c'est l'homophobie ambiante. Hein. C'est le fait que il y a une forme d'homophobie qui fait en sorte que ces enfants-là vont être victimes de discrimination. Ce n'est absolument pas lié à l'homoparentalité de leurs parents. Bien que dans ce cas-ci, ben, ça demeure évidemment le facteur déclencheur des commentaires homophobes. On doit quand même toujours se méfier, garder toujours un esprit critique. Hein? Vous allez voir en méthodologie quantitative que ben, si on observe une corrélation au point de vue statistique, ce n'est pas nécessairement fondé. Il faut garder notre esprit critique. J'ai des excellents exemples ici, hein, où on a des corrélations qui sont assez belles au point de vue mathématique entre le nombre de personnes qui se sont noyées dans une piscine et le nombre de films dans lesquels apparaît Nicolas Cage. Là, on se dit, ben oui, statistiquement, voilà, on a quand même une forme de corrélation, mais votre esprit critique vous amène bien, j'imagine, à penser que non, ça n'a absolument aucun sens. Hein. Je ne pense pas que Nicolas Cage crée des noyades par voilà, le fait d'être tombé dans une piscine et se noyer par la suite. On doit donc toujours quand même se méfier hein, des corrélations. Une autre aussi que j'aime beaucoup, hein, l'idée, vous allez voir, en fait, le R, vous allez voir, plus il est proche de 1, plus la corrélation est parfaite. Donc, plus statistiquement, la corrélation, on a un lien fort entre les deux variables. Mais ici, j'ai le taux de divorce dans le Maine, un État aux États-Unis, et la consommation de margarine. Mais on voit qu'on a une corrélation qui est très, très forte, 99,26 %. Mais votre esprit critique doit toujours vous amener à dire OK, est-ce que le fait que les gens mangent beaucoup de margarine est lié avec le taux de divorce? Assurément pas. Hein? Donc, j'imagine que vous en doutez bien qu'ici, c'est simplement que les gens consomment de moins en moins de margarine. Les gens divorcent, dans ce cas-ci, un peu moins qu'ils ne divorçaient avant. Et à ce moment-là, ben, c'est ici le hasard qui fait en sorte qu'on a une impression de corrélation. Dernier exemple, la consommation de fromage aux États-Unis et le nombre de personnes qui sont décédées suite à un étranglement dans leur couverture pendant qu'ils dormaient. Voyez-vous, c'est un peu étonnant, mais quand même, il y a quand même beaucoup de morts aux États-Unis. En 2009, il y a quand même eu environ 780 morts aux États-Unis causés par ça. Donc, il faut rester prudent. Eh bien, on a quand même 94 hein, d'un petit R pour une corrélation, mais vous vous doutez bien qu'il n'y a pas de lien hein, de cause à effet, ni même de corrélation entre les deux. Ici, ce n'est uniquement dû au hasard. Donc, l'idée un peu qu'il faut garder à l'esprit, même si on a des chiffres statistiquement qui nous disent quelque chose, gardons toujours notre esprit critique, remettons en question, mais d'une manière scientifique, hein, pas juste je remets ça en question parce que je fais mes propres recherches. Et non, il faut vraiment remettre en question avec des arguments ici qui sont scientifiques. On peut voir ici que c'est uniquement dû au hasard. Hein. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous présenter hein, dans ce qui a trait à l'esprit scientifique et le regard critique qu'il faut avoir en sciences humaines. On est une science on ne peut pas toujours se fier uniquement aux chiffres et ce qu'on a exactement comme matériel. On doit avoir un regard critique. On n'oublie pas non plus que les sciences humaines, c'est un travail qui vise à l'amélioration des connaissances, qu'il n'y aura jamais de vérité
absolue, mais que c'est vraiment l'idée de, on essaie d'augmenter la qualité de nos connaissances, essentiellement en se confrontant aux faits et également en publiant nos travaux, en les rendant donc publics afin que les individus puissent critiquer notre méthodologie et les résultats que l'on a observés. Donc, on retient vraiment cette idée-là. J'ai carrément oublié. Non, c'est pas si mal. Voilà, hein, donc c'était un cours vraiment d'introduction très générale, hein, si on veut. Vous savez un peu maintenant les écueils, donc on doit faire absolument attention. Je ne vous garderai pas beaucoup plus longtemps encore. Hein. Je pense que déjà juste m'écouter pendant 1 heure avec un diapo, ça va être assez terrible. Mais sachez quand même que plus la session avancée, plus mes apparitions, si on veut, en diaporama, ils vont être courtes. Hein. Ça va vraiment être l'idée, je vous présente la matière et je vous mets en équipe le plus rapidement possible pour pouvoir justement avancer vos travaux. Hein. Déjà, à la prochaine séance, je vais vous faire une courte présentation hein, sur c'est quoi un thème, c'est quoi un problème de recherche, puis déjà commencer à travailler un peu en équipe pour essayer de faire un petit brainstorming, trouver notre sujet de recherche. C'est pour ça que je vous invite véritablement à m'envoyer, pour ceux qui n'ont pas fait encore, leur réponse sur Forms. Vous n'êtes pas obligé, hein, j'en ai 20 sur 26. Je n'ai assez pour faire mes équipes, mais vous allez être dans les équipes de manière aléatoire pour ceux qui n'ont pas encore rempli le fameux questionnaire. Donc, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Amusez-vous bien. Voilà. C'est dommage qu'on n'a pas d'échange et tout ça. C'est juste un long monologue, mais on va avoir évidemment des échanges plus la session va avancer dans la mesure où il va y avoir énormément de tutorat sur vos travaux. Donc, on s'accroche et on se voit donc lundi prochain pour le prochain cours. Si vous voulez poser des questions, commentaires, discussions, je reste évidemment en ligne. Je vois déjà que les gens commencent à partir, c'est un peu triste. Mais sinon, partez et on se revoit donc lundi ou mardi prochain, je crois, dans votre cas. Donc, à la prochaine. On se revoit très bientôt. Je crois que Elena est partie.